Salut à tous et bienvenue sur Légendes et Vérités. Afrique mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Ces mots, puissants, enragés, pleins d'amour et de révolte, sont ceux de David Diop, poète foudroyé par l'histoire. Il n'avait que 33 ans lorsqu'il périt dans un crash d'avion, le 29 août 1960, à la veille des indépendances africaines. Hasard tragique ou silence imposé à une voix trop libre? Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de ce combattant de l'âme, dont la plume a défié les chaînes et réveillé des générations entières. Installez-vous confortablement, voici l'histoire bouleversante d'un combattant de la plume, trop tôt fauché par le silence. Bordeaux, 9 juillet 1927. Dans cette grande ville portuaire de l'ouest de la France, marquée depuis des siècles par le commerce maritime, y compris celui des esclaves, naît un garçon qui allait incarner l'un des plus puissants cris poétiques de l'Afrique colonisée. Il s'appelle David Léon Mandessi Diop. Ses origines sont aussi profondes que l'histoire du continent africain lui-même. Son père, Mamadou Diop Yandé, est sénégalais. Sa mère, Maria Mandessi Bell, est camerounaise, issue d'une famille originaire de Douala, la capitale économique du Cameroun. Tous deux ont quitté leur terre natale pour vivre en métropole, comme des milliers d'Africains dans cette époque coloniale où la France considérait ses colonies comme partie intégrante de son empire. David Diop naît donc en France, mais il est profondément africain dans le sang, dans l'âme, dans les récits familiaux qu'il entend dès l'enfance. Cette double appartenance géographique et identitaire sera une des tensions fondatrices de toute son œuvre. Il grandit à Bordeaux, dans un environnement essentiellement blanc, européen, occidental. Dans les rues, à l'école, dans les livres scolaires, les figures africaines sont absentes ou caricaturées. L'Afrique, quand elle apparaît, n'est qu'un décor exotique ou un territoire à civiliser. L'enfant noir qu'est David Diop se sent vite étranger au récit dominant. Il ne voit pas les siens, ni dans les livres, ni dans les héros de l'histoire de France. Ce silence pesant le pousse très tôt à questionner sa place dans ce monde. Mais cette enfance est marquée très tôt par une épreuve, la mort prématurée de son père, en 1935. David n'a que 8 ans lorsque Mamadou Diop disparaît. Ce drame familial secoue l'équilibre du foyer. Sa mère, Maria, doit élever seule 6 enfants, dans un pays encore fortement discriminatoire envers les familles noires. Veuve, étrangère, africaine, elle fait preuve d'un courage exemplaire pour assurer à ses enfants une éducation digne, malgré les difficultés matérielles. Très jeune, David se révèle fragile sur le plan physique. Il souffre de problèmes de santé récurrents qui l'obligent à passer de longues périodes dans des sanatoriums et des hôpitaux. Ces séjours forcés, loin de ses proches, dans un univers médicalisé, nourrissent chez lui une solitude existentielle et une introspection précoce. Il commence à lire énormément, et découvre la puissance des mots. Il s'initie à l'écriture comme on découvre un outil de survie. La poésie devient son refuge, puis très vite, son arme. La France des années 1930-1940 est secouée par la montée des tensions politiques, le fascisme, la guerre. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Le pays est envahi, l'armée française s'effondre, le gouvernement collabore avec les nazis. Dans ce contexte tragique, des dizaines de milliers de soldats africains sont mobilisés, notamment des tirailleurs sénégalais, pour défendre une patrie qui, au fond, les traite comme des citoyens de seconde zone. David Diop, encore adolescent, voit ces hommes partir au front, se sacrifier pour la France, sans reconnaissance. Cette injustice brutale va profondément marquer sa conscience. Durant la guerre, il vit l'occupation, les rationnements, les privations. Mais il vit aussi l'humiliation d'un système colonial qui, même en danger, continue de considérer les Africains comme inférieurs. Il enregistre ses sentiments, ses contradictions, dans son cœur de jeune poète. Il comprend que l'Afrique souffre, non seulement de l'exploitation économique et politique, mais aussi d'un mépris culturel et intellectuel. Son esprit s'éveille alors aux idées nouvelles qui circulent parmi les intellectuels noirs. Il entend parler du mouvement de la négritude, fondé par des figures majeures comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. Ce mouvement littéraire et politique prône la reconnaissance de l'identité noire, la fierté culturelle africaine, la résistance au racisme colonial. Diop se reconnaît dans cette démarche, mais il développe rapidement sa propre vision, plus radicale, plus incisive. Là où certains chantent les beautés perdues de l'Afrique, lui veut crier la douleur présente, la colère vive, le refus absolu de la domination.
À la fin de la guerre, alors que la France tente de se reconstruire, David Diop poursuit sa scolarité. Il est brillant, doué pour les lettres, fasciné par la littérature française mais aussi avide de lectures venues d'ailleurs. Il découvre Victor Hugo, Rimbaud, Apollinaire, mais aussi les auteurs des Antilles, d'Afrique, des États-Unis. Il est particulièrement influencé par les écrivains afro-américains, dont les luttes pour les droits civiques résonnent avec les combats anticoloniaux africains. Il obtient son baccalauréat avec succès et s'inscrit à l'université pour étudier la médecine. Mais très vite, il comprend que sa vocation n'est pas là. Ce sont les mots, les idées, la culture qui l'attirent. À l'aube de ses 19 ans, en 1946, David Diop prend une décision cruciale, abandonner la médecine pour se consacrer aux lettres modernes. Ce choix, loin d'être anodin, marque le véritable commencement de son parcours intellectuel et poétique. Son inscription à la faculté de Bordeaux pour étudier la littérature lui ouvre les portes de la réflexion philosophique, historique et culturelle sur l'Afrique, la colonisation et l'héritage noir. Il y côtoie des enseignants exigeants, mais aussi des étudiants africains qui, comme lui, cherchent à comprendre d'où ils viennent et où ils vont. Bordeaux, ville chargée d'histoire coloniale, devient paradoxalement le lieu de son éveil politique. Diop observe les contradictions d'une République française qui se proclame patrie des droits de l'homme, tout en maintenant sous sa domination des millions d'hommes et de femmes à travers l'Afrique. Dans les salles de cours et les amphithéâtres, il découvre les œuvres classiques, mais c'est en dehors du cadre académique qu'il forgera sa véritable pensée, une pensée de combat, de mémoire et d'affirmation. Durant cette période, David Diop entre en contact avec les figures majeures du mouvement de la négritude. Il admire Aimé Césaire, lit ses textes enfiévrés, et découvre peu à peu une voix poétique qui fait de la langue un outil de résistance. Mais c'est surtout la rencontre intellectuelle avec Léopold Sédar Senghor, poète sénégalais déjà renommé et ancien député à l'Assemblée nationale française, qui aura un impact décisif sur lui. Senghor incarne alors une voie politique et poétique d'émancipation. Bien que David Diop s'en distingue dans sa radicalité, il admire l'audace de cette génération qui revendique une Afrique digne, fière et intelligente. Dans des cercles étudiants ou lors de conférences littéraires, Diop prend la parole. Il y parle de dignité, de libération, d'Afrique mutilée par l'esclavage et la colonisation. Il n'est plus question pour lui de rester dans les marges, il veut écrire pour dénoncer, pour guérir, pour reconstruire. À cette époque charnière de l'après-guerre, la revue « Présence africaine » naît à Paris, sous l'impulsion du grand intellectuel sénégalais Alioune Diop. Créée en 1947, cette revue devient rapidement le carrefour de la pensée noire, une tribune pour les écrivains, poètes, historiens et militants de tout le continent africain et de la diaspora. David Diop y publie ses premiers poèmes. Il n'a pas encore 21 ans, mais sa plume est déjà tranchante, incisive, mûrie par l'observation et l'indignation. Dans ses textes, l'Afrique n'est pas une abstraction, c'est une terre violée par les colons, mais aussi une mer debout, résistante, fière. Le poète était déjà mûr, l'homme se révélait à peine. En cette année 1951, après avoir brillamment obtenu sa licence de lettres à la Sorbonne, David Diop prit une décision symbolique, revenir en Afrique, sur sa terre natale, pour mettre son savoir au service de l'émancipation. Le Sénégal l'appelait, et il répondit. De retour au Sénégal, il fut rapidement affecté au lycée Maurice Delafosse de Dakar. Cet établissement, du nom d'un administrateur colonial célèbre pour sa connaissance des cultures africaines, devint l'un des théâtres de la mission que s'était donné David Diop, éduquer la jeunesse noire, éveiller les consciences, rendre l'avenir possible. Il y enseigna la littérature, mais au-delà des textes, c'est un esprit de résistance et de dignité qu'il transmettait à ses élèves. Lui, le poète de l'indignation, devenait le pédagogue de l'espérance. Dans les salles de classe surchauffées de Dakar, il partageait les voix de Senghor, de Césaire, de Damas, mais aussi ses propres vers, ceux d'un homme révolté contre les ravages de la colonisation, et profondément amoureux de son Afrique mutilée. Afrique mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Ce poème devenu légendaire, il l'écrivait déjà en France, mais c'est en Afrique qu'il le récitait, au milieu d'une jeunesse en soif d'identité, en manque de racines, et avide de changement. C'est également à cette époque, en 1952, que David Diop épousa Virginie Camara, une brillante sage-femme sénégalaise issue d'une lignée prestigieuse. Elle était la fille du docteur Gaspard Camara,
figure intellectuelle et médicale respectée à Dakar. Leur union donna naissance à 3 enfants, et contribua à ancrer encore davantage David dans le tissu social et culturel sénégalais. Mais à cette époque, la vie de famille n'occupa qu'un PAN modeste du quotidien de David Diop, il était avant tout un homme habité par une cause, une mission. Les années 1950 virent aussi l'éclosion publique du poète. Ses premiers textes furent publiés dans la prestigieuse revue Présence africaine, fondée par Alioune Diop à Paris. Cette revue intellectuelle fut le point de ralliement de toute la négritude francophone, un véritable phare dans la nuit coloniale. David Diop y fit rapidement sensation. Son ton direct, son refus de l'exotisme, sa critique virulente du colonialisme, sa fidélité aux luttes du continent africain et de la diaspora noire en firent une voix singulière. Il n'écrivait pas pour séduire l'Europe, il écrivait pour réveiller l'Afrique. Son poème « Afrique mon Afrique », emblématique de son œuvre, fut sélectionné par Léopold Sédar Senghor pour figurer dans sa « Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française », publiée en 1948 chez Presse universitaire de France. Ce fut une consécration. Sa poésie, courte, incisive, frappante, contrastait avec le lyrisme parfois plus nuancé de ses aînés. Il était de la génération de la colère. Dans le monde intellectuel afro-français de l'époque, David Diop s'imposa rapidement comme la voix la plus radicale de la poésie anticoloniale. Il n'en appelait pas à la réconciliation, mais à la rupture. Il n'implorait pas la reconnaissance, il exigeait la restitution. J'ai vu des choses horribles dans les mines et les champs de coton, j'ai entendu des choses qui font trembler les tombes. Écrivait-il dans un poème que l'on ne pouvait pas lire sans être remué. Ces mots étaient des cris, mais aussi des prières. Il chantait une Afrique blessée mais debout, et donnait à sa poésie une puissance de feu rarement égalée. L'année 1958 marqua un tournant décisif dans sa trajectoire. Alors que la décolonisation prenait de l'ampleur, une voix s'éleva en Afrique francophone pour dire non à la France, celle du président guinéen Ahmed Sékou Touré. Lors du référendum proposé par De Gaulle, la Guinée fut le seul territoire à rejeter la communauté française pour choisir l'indépendance immédiate. Ce geste de rupture enflamma les esprits panafricanistes. Comme beaucoup d'intellectuels africains engagés, David Diop vit dans cet événement un appel à l'action. Il répondit à l'invitation de Sékou Touré et s'installa en Guinée, à Kindia, pour participer à la construction d'un État nouveau. Là, il fut nommé directeur de l'école normale, un poste stratégique au cœur de l'éducation nationale guinéenne. Il ne s'agissait plus seulement d'écrire contre la colonisation, il fallait maintenant éduquer pour l'émancipation. Militant convaincu, David Diop s'était rapproché du Parti africain de l'indépendance, PAI, une formation progressiste, anticolonialiste et panafricaine. Il partageait l'idéologie d'une Afrique unie, libérée du joug impérial, maîtresse de ses ressources et de sa culture. Son engagement était total. À Kindia, il ne cessa de promouvoir l'usage des langues africaines, la valorisation des cultures locales, et l'enseignement de l'histoire africaine par les Africains. Il croyait en l'école comme levier de dignité, et en la jeunesse comme levier de transformation. Loin de Paris, loin même de Dakar, c'est dans ce contexte encore frémissant d'indépendance qu'il poursuivit son œuvre d'éducateur et de poète. Il n'écrivait plus autant qu'avant, mais ses paroles vivaient dans les esprits de ceux qu'il formait. Car David Diop n'était pas simplement un homme de lettres. Il était un homme d'actes, un bâtisseur d'avenir. Il avait choisi de ne pas rester en France, de ne pas se contenter d'une carrière confortable. Il avait choisi l'Afrique et ses défis, quitte à emporter les douleurs et les incertitudes. Août 1960. Le soleil sénégalais rayonne avec une intensité particulière sur les côtes de l'Atlantique. L'Afrique francophone est en pleine effervescence. Les nations, une à une, arrachent leur souveraineté au joug colonial. Le Sénégal vient d'accéder à l'indépendance le 20 août. Pour David Diop, poète de l'Afrique insurgée, cette période est chargée de symboles et de promesses. Après des mois intenses passés à enseigner en Guinée à l'école normale de Kindia, dans un pays dirigé avec fougue par Sékou Touré, le temps est venu pour lui de prendre un repos bien mérité. Ce sont ses congés administratifs. À 33 ans, Diop est déjà une figure littéraire respectée et admirée. Il a choisi de mettre son art au service de la libération des peuples, mais aussi de l'éducation des esprits. En 1958, répondant à l'appel du leader guinéen,
il avait quitté la France pour contribuer activement à la formation des futurs cadres africains. Son engagement ne se limitait pas à la poésie, ni même à la salle de classe. David Diop militait dans le Parti africain de l'indépendance, PAI, une organisation révolutionnaire qui prônait l'unité africaine, la souveraineté totale et la rupture nette avec toutes les formes de domination néocoloniale. Mais la fatigue s'accumulait. Enseigner dans un contexte post-colonial tendu, militer dans un pays en mutation, et continuer à écrire dans l'urgence de l'histoire, tout cela laissait peu de place au répit. Lorsqu'on lui accorde des congés administratifs, David les accepte avec soulagement. Il prévoit de les passer au Sénégal, sa terre d'origine, pour retrouver ses proches, renouer avec son pays natal fraîchement indépendant, et peut-être, songer à l'avenir dans un cadre plus stable. Ce retour au Sénégal devait aussi être un moment de réflexion. David Diop était en train de bâtir une œuvre, une pensée, un combat. Il avait déjà acquis une renommée internationale grâce à des poèmes incisifs comme Afrique mon Afrique, Les Vautours, ou encore Souffle, publiés notamment dans la revue Présence africaine, pilier du mouvement de la négritude. Sa plume, à la fois lyrique et acérée, avait été saluée et intégrée à l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache établie par Léopold Sédar Senghor en 1948. Mais au fond, il savait qu'il était encore au début d'un long chemin. Il envisageait d'écrire davantage, de publier une œuvre plus structurée, de continuer à défendre l'Afrique par les mots comme d'autres le faisaient par les armes ou la politique. Ses pensées durant ce congé auraient pu porter sur son avenir littéraire, sur les jeunes Africains qu'il formait en Guinée, ou encore sur la place du Sénégal dans cette Afrique qui s'éveillait avec fracas. Il aurait aussi retrouvé ses proches, notamment Virginie Camara, son ex-épouse, mère de ses 3 enfants. Ensemble, ils avaient partagé des années d'amour et de militantisme. Leur séparation n'avait pas effacé le respect mutuel. Mais tous ces projets, toutes ces retrouvailles, allaient se heurter au cours brutal du destin. Le 29 août 1960. 8 jours seulement après l'indépendance du Sénégal, David Diop embarque à bord du vol Air France 343, un Lockheed Super Constellation L 1649 qui devait relier Dakar à Paris, avec escale à Abidjan. Ce vol, relativement fréquent à l'époque, transporte 54 passagers et 8 membres d'équipage. Parmi eux, une grande majorité de diplomates, de fonctionnaires, de coopérants, mais aussi d'Africains nouvellement indépendants. La nuit est tombée. Le ciel est couvert. Le vent souffle sur la presqu'île du Cap-Vert. À quelques kilomètres des côtes de Dakar, au large du village de Ouakam, l'avion entame son approche. Mais quelque chose ne va pas. Très vite, l'appareil est porté disparu. Les services aériens entrent en alerte. Aucun signal de détresse n'a été envoyé. Les heures passent. Et au matin, l'annonce tombe, l'avion s'est abîmé dans l'océan Atlantique. Il n'y a aucun survivant. Le choc est immense. Les familles sont anéanties. L'Afrique perd l'un de ses plus brillants poètes, alors que son avenir commence à peine à s'écrire librement. La mort de David Diop est d'autant plus douloureuse qu'elle survient au moment même où le continent entre dans une nouvelle ère. La violence du drame, le silence autour des causes de l'accident, et le profil des passagers alimentent les rumeurs. S'agissait-il d'un simple accident? Était-ce une erreur technique? Ou y avait-il des intérêts dérangés par certains passagers du vol? La commission d'enquête, pourtant mise en place rapidement, ne parviendra jamais à établir les causes exactes de l'accident. L'épave est repêchée, les boîtes noires sont examinées, mais aucune conclusion définitive n'est rendue publique. Ce silence officiel ne fera que renforcer les spéculations. Certains intellectuels se demanderont si le décès de Diop, militant panafricaniste, proche des milieux progressistes, ne serait pas lié à ses prises de position politiques radicales, notamment contre la France et le néocolonialisme. David Diop n'avait que 33 ans au moment de sa disparition. Il laissait derrière lui une œuvre relativement brève, à peine une trentaine de poèmes, regroupés dans un unique recueil publié de son vivant, Coup de pilon. Et pourtant, la puissance de ses mots, la profondeur de sa vision, la clarté de son engagement en font une figure fondatrice de la littérature africaine moderne francophone. Son poème Afrique mon Afrique, devenu emblématique, est appris, récité, médité dans toutes les écoles du continent. Il est chanté, scandé, réinterprété. Il exprime la douleur de l'oppression,
la fierté des racines et l'espérance d'un renouveau. Il est aussi l'un des rares poètes de son temps à n'avoir jamais cédé au compromis. Il dénonçait avec la même intensité le colonialisme occidental que la passivité de certaines élites africaines. Il croyait à une Afrique debout, fière, instruite, libérée de toutes les chaînes, y compris mentales. À ce titre, il est souvent rapproché de figures comme Frantz Fanon ou Amilcar Cabral, dont les discours alliaient lutte politique et exigence culturelle. Malgré sa mort prématurée, David Diop a continué d'inspirer des générations entières. Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, est étudiée dans les lycées, les universités, les colloques. En 1986, son fils David Ika Diop lui rend un vibrant hommage avec le film Poète de l'amour, qui mêle archives, témoignages, musique et extraits de ses poèmes. Des rues, des écoles, des centres culturels portent aujourd'hui son nom à Dakar, à Saint-Louis, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. À chaque occasion commémorative liée à la décolonisation, on cite David Diop parmi les poètes de la dignité, aux côtés de Senghor, Césaire, Damas et Birago Diop. Épilogue: une voix noyée dans l'Atlantique, mais vivante à jamais. Ce 29 août 1960, l'Afrique perdait l'un de ses éclaireurs. David Diop, emporté dans les flots de l'Atlantique, rejoignait ainsi symboliquement les innombrables âmes africaines disparues dans l'océan durant la traite négrière. Poète de la révolte, il fut aussi poète de la mémoire. Sa disparition brutale reste une blessure, mais son œuvre demeure une lumière. Et comme le chantait sa propre plume. Je n'ai jamais connu ton visage, ô mon Afrique, mais ton sang coule dans mes veines, ton souffle dans mes poumons, et ton combat dans mes mots. David Diop est de ces hommes qui n'ont pas eu le temps de vieillir, mais dont la jeunesse continue d'irradier l'histoire. En 33 années de vie, il a dit ce que beaucoup ne parviennent pas à exprimer en une vie entière: la douleur du passé, la colère du présent, et l'espérance de l'avenir. Et vous, que pensez-vous de cette fin tragique? Était-ce le hasard du destin, ou le prix à payer pour un poète qui voulait rendre l'Afrique à elle-même? Dites-le nous en commentaire, on en parle ensemble. Si cette vidéo vous a touché, pensez à la liker, à la partager, et surtout à vous abonner à Légende et Vérité pour ne rien manquer de nos explorations autour de celles et ceux qui ont écrit l'histoire, parfois avec leur sang, souvent avec leur silence. Et surtout, ne vous arrêtez pas là. La chaîne vous propose déjà des récits tout aussi puissants, des héros dont les combats résonnent encore. Partagez-les, appropriez-les-vous. Merci pour votre présence. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage, entre mémoire, justice et vérité.